تأهيل أشغال المؤتمر بحلقة نقاش حول السياسات تحت عنوان التنمية الترابية والتكامل الاقتصادي، والتي سيسيرها السيد سعيد شبعتو رئيس سابق لجمعية جهات المغرب. أطلب منه أن يتفضل مشكورا. وكذلك ضمن هذه الحلقة السيد ينجا الخطاط رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، السيد عمر با رئيس مجلس الجماعات المحلية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وكذا رئيس رابطة رؤساء البلديات في السنغال وعمدة بلدية ديوب، والسيدة روهي مليك لوي رئيسة شبكة نساء المنتخبات محليا في إفريقيا وعمدة مدينة بانجول. شكرا. Non, non, non. Ici, on a des micros. Mic test. Quinze micros. Bien. Ben, je crois qu'on peut commencer. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, parce qu'on n'est pas nombreux, mais de toute façon on commence et on verra par la suite. Bien, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ces rencontres, et notamment M. Wali Bank al-Maghreb, M. Abdelatif Jouahri, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le président de la région Dakhla Wadi Dahab, et puis l'université Qadi Ayad et l'université de Bâle. Et puis bien sûr, je remercie toute l'assistance présente, les responsables des collectivités territoriales, les enseignants-chercheurs et la presse bien sûr. Alors nous allons traiter d'un thème qui au fait change par rapport à ce qu'on a développé ce matin, à savoir le développement territorial et l'intégration, c'est-à-dire, autrement dit, est-ce que le développement territorial peut servir de levier, peut faire avancer l'intégration et
là, avant bien sûr de donner la parole à messieurs les présidents, je tiens à vous dire que c'est une approche totalement différente. Si on a parlé ce matin de l'intégration au sens horizontal, ce qui est demandé aux intervenants est un examen beaucoup plus difficile. Ça veut dire comment vont faire des gens qui s'intéressent, bien sûr, à un citoyen au niveau le plus bas ou bien au niveau intermédiaire d'une région, à ce qu'ils comprennent et à ce qu'ils fassent l'effort de façon à ce que se réalise l'intégration au niveau de l'Afrique. C'est quelque chose, c'est un examen bien sûr difficile, mais on va y réfléchir ensemble. Et s'ils sont d'accord, ils peuvent prendre la parole et on peut faire intervenir 3 ou 4 personnes de la salle, parce que la question est la suivante. Comment faire admettre à des populations au niveau local qui, au fait, essayent de régler un problème de développement local en termes de biens, de santé, d'éducation au sens local, que l'intégration, bien sûr, au niveau africain, va leur amener des choses qui, au fait, à moyen ou long terme, vont aller dans le sens de leurs intérêts. Alors, pour traiter de ce thème, j'ai l'honneur, bien sûr, de vous présenter les intervenants, à savoir M. Yanja El Khattat, président du conseil régional de Dakhla Ouad Dahab. Il est diplômé en mathématiques puis a exercé en tant que professeur de mathématiques. En 1994, il s'engage dans le monde des affaires, principalement dans le domaine de la pêche, qui était alors éminemment lucratif. Il occupe le poste de président de l'ASMEX, l'association marocaine des exportateurs, entre 2013 et 2015. Il est le président de la région de Dakhla Ouad Dahab depuis, bien sûr, septembre 2015, donc il est à son 2e mandat. Bienvenue donc, Monsieur le Président. Deuxième intervenant, c'est bien sûr Madame Rohey Malik Laou, est présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, REFELA, maire de la ville de Banjul. Madame Rohey est entrée dans l'histoire en étant élue la première femme maire de la ville de Banjul. Elle a étudié les relations internationales à l'université de Falun, en Suède. Elle a créé ses propres entreprises prospères dans l'industrie du tourisme, dans plusieurs villes d'Afrique. Elle est bien connue, bien sûr, comme défendeuse des ODD, c'est-à-dire dans le domaine de la société civile, et une fervente partisane du fait que des citoyens ne doivent pas être des spectateurs, mais des participants actifs au processus démocratique partout où ils vivent. Il s'est toujours efforcé de s'impliquer dans le processus politique de son pays et de son continent. Comme troisième intervenant, nous avons l'honneur de recevoir M. Omar Ba, président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMO, président de l'Association des maires du Sénégal, ancien inspecteur régional de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, ancien président du conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille. Donc, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, on vous demandera, si vous pouvez, si vous avez des exemples, de nous donner des exemples de coopération décentralisée entre des collectivités territoriales africaines entre elles, ou bien en tripartite avec des collectivités territoriales étrangères, et vous allez nous faire une évaluation bien sûr de la réussite de telles expériences, mais aussi de nous dire en quelque sorte quelles sont les perspectives de façon à faire intégrer bien sûr l'intégration en tant que thème qui nous est cher dans cette manière de faire de la coopération décentralisée. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, il est vrai que c'est un thème qui est assez difficile, vu d'abord les difficultés que l'on pourrait rencontrer pour
atteindre cet objectif d'intégration économique des pays africains. Mais il faudrait dire tout d'abord que le travail d'une collectivité territoriale est indissociable. I deem it very, very important every time to talk about the vulnerability of women and youths. So this platform is more than important for me because you have academians, you have researchers, you have ambassadors, etc. and etc. So I am so happy to be in the midst of these people and prepared to learn much from them to take it back home. When we talk about regionalization, again, something comes in mind. And this has also very, very key. This is also very, very key when it comes to the life of women and children. And this is peace, security, collaboration. These are things that are very, very important in regionalization. Let me escalate it now and take it to the level of local government. I am the first female mayor in the Gambia. And by extension, the only mayor who have ever been re-elected, taking care of the capital city. So when I said I am the only female mayor in the Gambia, many might think, why should I even mention that? The vulnerability comes again. Because when we talk about regionalization, the most affected are the capital cities. And I want to take this opportunity to thank the government of Morocco. Because in my city, we have a project that is touching lives, which is fully funded by the Moroccan government. So I will not make justice without saying a big thank you. Regionalization comes with responsibility. And we as local government officials also play a very key role. As I mentioned about what Morocco is doing in the Gambia, that will have a lot of effects to the women. Here we are talking about empowerment. And regionalization should come with empowerment. We have structures that Africans are building so that we can network together, infrastructure, for example. We have ECOWAS, who are doing a lot of energy projects in different African countries. So it's not a word that is standing alone by itself or come out of vacuum. It is there to advocate for peace. And this is why, again, I am saying regionalization is more for women and youth. Because where there is no peace, who suffered most is the women and the youth. So yes, it is important for us, when we talk about regionalization, the first thing that should come to mind is who are affected when there is no peace, when there is no infrastructure, because when there is no infrastructure, the flow of goods, for example, is always slow. Things escalate, prices escalate also, because this is all mathematics. And I will not sit here to lecture the academians of what the lack of infrastructure in collaboration of regions brings. Of course, we already know that is very, very important to talk about infrastructure when we talk about regionalization, to talk about energy when we talk about regionalization, to talk about peace and to talk about security. So when we bring that to the local government has a lot to do when it comes to regionalization. First and foremost, we are the community. We are the people, and we understand. This is where the problem filters down.
And this is where the solution is also. But again, when we talk about local government and regionalization, we are talking again about the executive who have always the power. But do they leave the power to come down? Because everybody now is yelling for the bottom-up approach of governance. But when we are talking about regionalization and the executive is holding power, that is also another problem. So basically, local government is very key here when we talk about regionalization. Yes, we have our problems when we talk about capacity. Local governments mostly don't have capacity to do what is expected of them, and we will accept that. But decentralization, for example, when you take Morocco, I'm not saying they have the best, the Kingdom of Morocco has the best centralization system, but at least we can say that, I can say that I am satisfied with the way of they manage their local government. But if you come to many African countries, decentralization is a very, very big problem. And the lack of decentralization also affects regionalization. It is difficult to define why, but common sense will tell you again that we are the community, we have the solution, we know the problems. So everything should start from the local to the national and then to the region. But when the local has a problem, when the bottom has a problem, then indeed the middle will be affected and there will not be nothing at that bottom. So I stop here for the meantime. Mr. Moderator, that's my take. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous avez soulevé bien sûr des problèmes très très importants, notamment bien sûr la précarité des pauvres et surtout des femmes, et qu'en matière de développement local, il est très important bien sûr de décentraliser et de donner des pouvoirs aux élus de ces entités locales afin bien sûr de subvenir à leurs besoins. C'est un thème qu'on va essayer bien sûr de débattre dans la discussion globale parce que les choses sont liées entre décentralisation et déconcentration et puis tous les niveaux intermédiaires avant d'arriver bien sûr vers le territoire de base parce que le problème est sur le territoire et la solution doit venir du territoire. Mais maintenant la grande question qui est posée, comment mobiliser ces gens au niveau local de façon à ce qu'ils adhèrent à l'intégration au sens horizontal, parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Il faudrait bien sûr affecter des fonds au développement local et des fonds aussi dans le cadre de la coopération décentralisée à une coopération bien sûr responsable qui tient compte non seulement des populations d'un pays donné, mais des populations des autres pays, puisque de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des projets qui sont transnationaux dont l'intérêt est très très important, même si on ne recueille pas les intérêts à un moment donné, mais il faudrait bien sûr les faire parce qu'ils sont importants, pour ne pas dire importants, mais ils sont même nécessaires et inévitables. Donc après votre intervention, Madame la Présidente, je vais donner la parole à M. Omar Ba. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Je voulais également remercier tous ceux qui ont organisé cette importante rencontre de concertation et d'échange sur des thèmes aussi importants. Donc, je voulais les remercier. Et pour continuer dans avant de continuer dans cette logique, m'excuser de ne pas avoir mis la cravate comme tout le monde. Non, c'est pas grave. Parce que tout simplement, donc, le vol qui m'a amené à Dakhla a laissé mes bagages au niveau de Casablanca. Vous en êtes excusé. Je voulais donc m'en excuser au départ. Alors, la question centrale dont on parle aujourd'hui, c'est tourner autour du développement territorial et de la coopération de l'intégration africaine. Il y a un principe de base. Je pense que
qu'on doit toujours rappeler quand on évoque la question du développement territorial de manière concrète, c'est que le développement, il ne s'importe pas localement. On ne développe pas, on se développe. Donc, ce développement, c'est au niveau local. Niveau local, à partir de certains critères. Des acteurs d'abord territoriaux. Le développement local est essentiellement territorial et essentiellement porté par les acteurs territoriaux. Je prends l'exemple de notre rencontre car j'ai vu la liste des participants pour voir qu'il y a des collectivités territoriales comme nous, il y a le secteur privé, il y a les universités, les chercheurs, il y a la société civile. Alors l'ensemble de ces acteurs-là qu'on retrouve en effet au niveau de la base du développement territoire et dans les territoires. La question c'est que tous ces acteurs-là, ils cohabitent ensemble, mais ils ne communiquent pas ensemble dans une logique de développement territorial. Les universitaires font leurs recherches à part, le secteur privé fait ses affaires avec ses partenaires à part. Il n'y a pas une réflexion collective ensemble de l'ensemble des acteurs qui doivent porter le développement territorial, qui se concertent localement pour avoir une vision locale du développement, pour avoir donc en tout cas une action commune. On existe ensemble, on ne communique pas, on n'échange pas ensemble pour être lancé dans un mouvement collectif de prise en compte des problèmes. Ça, c'est le premier défi. Mettre tout le monde ensemble pour qu'on puisse réfléchir localement. Le développement territorial aussi doit partir de la valorisation, de l'identification d'abord des ressources territoriales. Il n'y a pas de territoire pauvre. Il n'y a pas de territoire pauvre. Il y a des territoires pour lesquels les ressources ne sont pas suffisamment identifiées ou connues ou valorisées. La base du développement territorial, c'est d'abord un programme d'identification des, des richesses territoriales, des opportunités territoriales, des ressources territoriales et la définition d'un plan de valorisation de ces ressources. C'est ça un peu le développement territorial. Cette démarche d'identification, cette démarche de réflexion dans le cadre de la valorisation de ces ressources est éminemment politique. Et ça implique un peu tous les acteurs, que ce soit des élites territoriaux, que ce soit l'État. Alors il y a des problèmes à ce niveau-là, puisque ça aussi c'est notre faiblesse, nous, au niveau des collectivités territoriales. On n'a pas souvent une vision à très long terme. On gère souvent nos mandats avec des urgences et nos mandats qui sont limités et qu'on fait beaucoup l'accent, on ne prend pas suffisamment de recul pour travailler vraiment sur le long terme et identifier des ressources, et identifier les potentialités, les ressources territoriales et réfléchir sur les plans globaux de valorisation. Si c'est fait, je disais tout de suite qu'il fallait collaborer avec le secteur privé. On doit être convaincu également que le développement est essentiellement porté par le secteur privé. Ce n'est pas la collectivité territoriale qui crée les richesses. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse territoriale. C'est le secteur privé qui crée la richesse territoriale. On facilite en mettant de l'avant, en réfléchissant sur la valorisation des ressources territoriales, à l'identification, en déclinant des opportunités. Là, on est dans une logique de valorisation et c'est là où le secteur privé intervient. Le chercheur, comme je le disais tout à l'heure, a sa place, puisque il doit chercher pas comment on crée les grandes usines, comment on crée les grandes entreprises, mais il doit orienter vers la recherche pour trouver des outils. Pour de petits, on voit des pays asiatiques tels que l'Inde, la Chine, toute la réflexion, tous les petits outils de matériel qu'on fait, on les importe de Chine ou bien de l'Inde. Puisque les chercheurs sont posés la question comment régler territorialement avec des outils,
adaptées qui aident à valoriser nos ressources territoriales. Donc, je revenais un peu sur cette cohésion entre les différents acteurs dont je viens de parler tout à l'heure, que ce soit les chercheurs. Il faut à mon avis, donc, partir de là et voir comment leur mettre en relation. Il n'y a pas de développement territorial possible sans un plan de développement qui part de l'identification des ressources territoriales et une stratégie de valorisation de ces ressources. Maintenant, comme l'a dit mes prédécesseurs, ça doit partir à la base, je pense que c'est important, et c'est à partir de là que cette diplomatie des territoires doit jouer. Puisque si nous savons ce que nous avons, on identifie nos points forts, on a des stratégies de valorisation de ces ressources, très facilement on sait de quoi a-t-on besoin qu'on va chercher peut-être ailleurs, qu'on va essayer de vendre, ou on aura besoin donc de coopérer, de valoriser ce que nous avons, d'échanger. Et c'est la base de la coopération, c'est la base de l'intégration. Mais tout part au départ donc de ce plan de valorisation, et c'est cette diplomatie maintenant des territoires ou des terroirs qui favorise effectivement l'intégration. À savoir, on va porter nos solutions, on va aller chercher également des solutions, et ça, on va aller chercher d'or, et les acteurs territoriaux, que sont les collectivités territoriales, vont compléter l'action de l'État qui va à un niveau plus macroéconomique, et c'est les collectivités qui portent le niveau micro et cherchent donc des solutions et une coopération au niveau des territoires à travers cette diplomatie des territoires qu'on va identifier dans d'autres zones. Et je pense que cette diplomatie des territoires sera à la base de la coopération et de la politique d'intégration. Alors, il y a quelques exemples que je voulais juste citer au niveau du Conseil territorial des collectivités de l'IMOA, où on essaie au niveau des frontières, ça c'est la coopération, ce qu'on a appelé les programmes de coopération transfrontalière locale. Au niveau des frontières, on identifie des infrastructures communautaires, puisque la frontière existe dans nos têtes, mais elle n'existe pas tout à fait au niveau des populations. Et de ce fait, on crée des infrastructures communes. Ça peut être des projets économiques, ça peut être des ponts, ça peut être des barrages à usage collectif qui amènent les populations de différents pays qui sont dans la zone frontalière à coopérer ensemble pour la valorisation et l'exploitation de ces infrastructures. Donc ça amène quand même, ça jette les bases d'une intégration et ça jette les bases donc d'une coopération transfrontalière. Je termine en disant quelque chose, qu'il y a la coopération économique, la base c'est l'économie, mais ce qui facilite, ce qui cimente cette volonté de coopération et d'intégration, c'est la culture. Si on vous accepte culturellement, vous m'acceptez culturellement, les bases sont jetées pour faire une bonne coopération. On a souvent magnifié la coopération, les bonnes relations qui existent entre le Sénégal et le Maroc. C'est la même chose aussi pour la Gambie. Mais cette relation, elle n'a pas été créée par les États, ni par les collectivités territoriales. C'est une coopération millénaire qui a été créée par les populations à travers les commerçants, les colonnes d'armes. C'est eux qui ont favorisé, mûri et développé cette coopération entre ces deux pays que les États n'ont fait qu'ensuite organiser et valoriser. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis très long, mais je m'en excuse. Non, c'est pas clair. Bien. Monsieur le Président, vous avez amené des choses très, très, très importantes. Vous avez même terminé sur quelque chose qui est essentiel, à savoir l'importance de la culture dans l'intégration. Et vous avez raison en disant, de toute façon, ce ne sont pas les États qui ont fait l'intégration, et notamment entre le Maroc et le Sénégal, c'est beaucoup plus des habitudes ancestrales liées bien sûr à la culture. Et c'est pour ça qu'il faudrait dire que l'une des préalables de l'intégration, c'est bien sûr relire l'histoire de l'Afrique, la véritable histoire de l'Afrique, et en relation avec la culture des Africains, pour développer la personnalité africaine, responsable, souveraine, qui peut faire réussir, bien sûr, l'intégration.
Vous avez bien sûr mis l'accent aussi sur l'importance du secteur privé, l'importance des chercheurs qui doivent normalement développer des moyens et des outils pour faire réussir l'intégration. C'est quelque chose d'essentiel. Si vous le permettez, la difficulté dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais essayer de vous la relater par l'exemple marocain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand un gouvernement voudra bien sûr affecter des fonds à la coopération et à l'intégration, il doit faire un choix par rapport à des petites politiques locales, sectorielles, et ce choix est très difficile à faire. Donc, comment mobiliser les gens de façon à arriver à cette prise de conscience? Si on prend le cas marocain, nous avons un Parlement, et notamment la première chambre, qui a créé une commission, c'est la commission 9, qui s'occupe de l'évaluation des politiques publiques et du contrôle financier. Eh bien, cette commission 9 ne fait pas de contrôle ni d'évaluation de la politique publique. Pourquoi? Parce que le contrôle dont il s'agit, ce n'est pas un contrôle financier ou comptable que font d'autres institutions. Il faut qu'ils fassent un contrôle en termes de l'efficience de la dépense publique. Est-ce qu'on met un dirham dans ce sens ou dans ce côté-là? C'est ça la véritable. Ce qui fait que les parlementaires votent. Mais qu'est-ce qu'ils votent? Ils votent un budget qui est fait sur la base des visions sectorielles et bien sûr à charge pour les responsables au niveau des provinces de faire la somme des politiques sectorielles pour dire on fait un développement intégré. Donc, normalement, c'est une approche territoriale de départ qui doit permettre de faire des politiques de développement territoriales. Ce n'est pas la somme des politiques sectorielles. Bien sûr, on a vécu en même temps que cette commission 9, la régionalisation au Maroc qui est basée sur deux choses. Les conseils régionaux et la déconcentration. Les conseils régionaux et la déconcentration et la constitution donne bien sûr la prééminence de la stratégie régionale sur le local. Jusqu'au point où on dit que l'article 146 ou bien l'article qui donne la prééminence peut être en contradiction avec l'article 136 qui lui parle de la liberté, bien sûr, de délibération. Alors si on prend maintenant l'analyse d'un citoyen marocain, il est dans une commune. Il a entendu parler bien sûr du développement local et puis des moyens de subvenir à ses besoins. La région, le conseil provincial travaille avec ses communes tout en essayant bien sûr de sommer les projets sur la base du schéma d'aménagement régional et du programme de développement régional. En faisant jouer bien sûr au niveau des communes et des provinces la subsidiarité et la suppléance plus la solidarité. Mais même avec ça, on ne s'en sort pas du tout. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites au moment de l'affectation des fonds publics, ce que les pouvoirs publics vont affecter à l'intégration n'est pas bien apprécié par les pouvoirs, par les populations locales parce qu'elles aspirent à avoir plus de moyens. Donc la logique, comment lier entre l'efficience de la dépense publique et les choix et la localisation des projets, ça dépend d'abord de la réalisation d'un schéma d'aménagement régional. Celui du Maroc date de 2004, il faut le revoir. Et des schémas d'aménagement régionaux qu'ont fait Monsieur le Président et leur conseil. Il doit normalement y avoir une certaine cohérence entre les deux. À quoi sert un schéma d'aménagement régional? Bien sûr, à organiser les activités et les populations, tout en essayant de respecter et de préserver les patrimoines difficilement reproductibles ou non reproductibles, tels que l'eau, la forêt, le terrain, le littoral et tous les biens qui ne sont pas reproductibles. C'est ça les schémas d'aménagement.
C'est pour ça qu'on a proposé, lors de la discussion de la Commission nationale royale de façon à commencer par une simple chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à ce que la loi de finances commence une année avant son vote. On commence d'abord par la commune. Laquelle commune travaille avec les acteurs, avec les élus, la société civile, fait adopter la subsidiarité et la suppléance, ainsi que la solidarité. 2 mois après, on passe au niveau provincial et on refait la même chose. 2 mois après, on passe au niveau régional. À la fin, les 12 régions doivent rentrer en négociation avec le gouvernement, de façon à localiser les projets selon les critères de solidarité, de subsidiarité et de suppléance. Et là, la notion de développement équilibré est fausse. Plus logique, c'est le développement équitable. Parce que si on veut équilibrer en mettant des entreprises partout, de toute façon, ça ne se décrète pas, c'est le privé qui les fait. Et vous pouvez en quelque sorte alourdir les dépenses de l'État en rendant les entreprises qui sont sur le littoral et qui ont des économies externes moins compétitives par rapport à l'extérieur. Je reviens. Les 12 régions avec le gouvernement. Le gouvernement négocie avec les régions, mais en même temps, il a sa vision sur les dépenses, sur les projets stratégiques au niveau de l'intégration. Et il les explique aux présidents de région. Lesquels présidents de région, quand ils vont statuer avec eux, vont redescendre en bas de façon à les expliquer au niveau provincial et au niveau communal. C'est pour ça que je vous ai dit la difficulté au départ, comment amener les populations locales à accepter l'intégration, et accepter même à dépenser de l'argent pour cette intégration. Donc c'est un schéma bien sûr difficile, il ne peut se résoudre que par la mobilisation politique, la responsabilité, le respect entre les États, un schéma d'aménagement transnational des États dont le sort est commun, afin bien sûr de faire la jonction entre le schéma d'aménagement national et le schéma d'aménagement transnational. Bien sûr, la frontière, comme vous avez dit, Monsieur le Président, est une chose qui peut permettre bien sûr de faire de l'intégration, mais à condition qu'il y ait le bon voisinage. Quand il n'y a pas le bon voisinage, au contraire, c'est un refus et c'est même un obstacle, on pourrait un obstacle. Donc, c'est pour ça qu'on doit encore reparler de l'initiative royale, une initiative stratégique, d'une vision prospective, qui au fait veut, avec les États amis africains, adopter un certain nombre de projets stratégiques dans le cadre du respect, de la solidarité, de la complémentarité. Et je pense, comme je l'ai dit à des enseignants tout à l'heure, il est temps peut-être au niveau de Dakhla de créer une chaire sur l'intégration africaine de façon à enseigner aux gens et peut-être aux élus à travers des chercheurs bien sûr formés en la matière. Et c'est la seule manière de développer la recherche et d'encourager le privé pour aller beaucoup plus loin. Donc je termine par là et je vous redonne la parole si vous avez quelque chose à rajouter. Sinon, on peut faire un truc un peu spécial. S'il y a des questions dans la salle sur ce qu'on vient de proposer, sur la difficulté dont on vient de parler, parce qu'il y a une véritable difficulté. Mettez-vous à la place d'un ministre des Finances qui, lui, bien sûr, va essayer, dans son budget, d'affecter des fonds à l'intégration et à des projets, à charge, bien sûr, pour les élus, pour les chercheurs et pour les gens et les experts, de défendre sa manière de faire auprès des populations locales. Mais à condition, bien sûr, qu'on ait en quelque sorte déjà appliqué l'article 31 de la Constitution, à savoir permettre aux populations d'avoir la santé, le logement et puis bien sûr tout un tas de biens nécessaires. Alors, la parole à la salle, s'il y a une question pour monsieur. Vous donnez le micro s'il vous plaît. Vous donnez le micro. Parce
parce qu'on veut avoir des réactions sur cette difficulté. Bonjour, Absamed Saïdi de Banque Le Maghreb. Tout d'abord, je tiens à remercier le président pour cette introduction du sujet et remercier les panélistes pour les éléments qu'ils ont partagés avec nous, qui sont très très intéressants. Je voulais pour ma part rebondir sur cette difficulté en disant que les politiques au niveau territorial sont importantes pour je dirais, le renforcement de l'intégration, pour la simple raison que lorsque on a des projets avec une envergure transnationale, on a besoin de l'adhésion d'un ensemble, je dirais, de régions, peut-être qui dépassent le niveau national. Prenons l'exemple que vous avez donné, Monsieur le Président, le cas de l'initiative atlantique, le fait de développer des infrastructures transnationales, ça nécessiterait bien entendu la mobilisation à la fois des régions marocaines, des régions des pays du Sahel, et ça c'est très très important puisque Monsieur Omar Ba, il a donné un exemple très très édifiant, le cas de l'Imoua avec des frontières qui sont dans nos têtes, mais en réalité les acteurs locaux, ils collaborent ensemble pour le bien-être de leur population, même si il y a je dirais, des territoires qui sont peut-être qui appartiennent à différents pays. Voilà, je m'arrêterai ici. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Saïdi. Bon, on prend d'autres questions comme ça, les panélistes vont pouvoir vous répondre. Je préfère qu'il y ait soit une proposition pour résoudre la difficulté, soit une question de façon à ce qu'on éclaircisse. Monsieur l'ambassadeur. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais peut-être que ici au Maroc, vous ne connaissez pas le problème, mais en Afrique, le plus souvent, ce problème se pose entre la décentralisation et l'intégration. Ici, c'est entre les élus locaux et également les administrateurs du développement qui sont au niveau central, notamment les ministres des Finances ou le ministre, c'est celui qui s'occupe également des infrastructures et autres. Alors, la responsabilité, en principe, incombe à tous les deux. Mais, dans la distribution des charges, il y a quelquefois un conflit qui n'arrive pas à être résolu ni par les élus locaux, ni par les administrateurs centraux. Ce conflit, je dirais peut-être c'est un conflit d'intérêts qui a sa source dans la compréhension du sujet lui-même. Et cette compréhension crée quelquefois donc des conflits je dirais même des conflits de compréhension qu'il faut nécessairement clarifier avant de passer à l'action, c'est-à-dire au financement de projets et également à la nature même du projet pour sa définition. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Une autre question, on prend une troisième et puis on passe au panel. Bonjour tout le monde. Il n'y a pas d'intervenant? Pas de questions? Bah, donnez le micro. Alors, je me présente. Je m'appelle Hakim Bouchlouh, étudiant en 4e année UNCG. Alors, l'intégration des jeunes et la coopération entre les pays africains, c'est un sujet très important pour nous, les jeunes africains. Ce que je peux dire,
c'est que lorsqu'on parle d'Europe, par exemple, ils ont réussi de créer une synergie entre les pays et les citoyens européens et donc créer un développement commun parce qu'ils ont essayé d'intégrer les jeunes à travers des programmes d'une manière constante, par exemple les échanges extérieurs. Personnellement, je pense que pour avoir une accélération au niveau du développement territorial, on doit suivre la même stratégie et celle de créer beaucoup plus d'activités dédiées aux jeunes africains. Et je propose de créer une organisation africaine soutenue par une plateforme digitale pour garantir l'accès à tous les jeunes africains et donc ils auraient la chance d'avoir participé à ces programmes. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci, monsieur. Donc, je crois qu'on peut donner le micro à madame. S'il vous plaît. Allez-y. Là, il y a une dame là en face. Il faut lui donner le micro. Il y a quelqu'un là-bas, donc il peut passer avant et la dame peut. Ah, là vous allez vous déplacer, madame. Allez-y, allez-y, madame. Alors, bonjour tout le monde. Merci merci Monsieur le Président, merci à tous les participants. Je m'appelle Khadjouna Al-Khalifi, je suis diplômée d'un master en communication et relations publiques à l'international. Je suis très heureuse d'assister ici avec vous, surtout dans ces jours-là qui sont très très importants, surtout dans notre région Dakhla. On entend souvent Dakhla c'est le futur, Dakhla the future. Alors, je vais pas poser une question, mais c'est juste une remarque que j'ai assistée depuis aujourd'hui. Mais j'ai peu écouté le terme ou le mot de la jeunesse. La jeunesse, ou bien les jeunes plutôt. En fait, je vais pas vraiment dire que les jeunes ils sont ils ont une importance comme tout le monde et ils représentent un pourcentage qui est très très important, soit ici au niveau du Maroc ou bien au niveau du continent. Donc, il faut vraiment intégrer les jeunes dans toutes les politiques ou les décisions, leur donner un petit peu d'encouragement et les intégrer fortement, surtout dans ce niveau-là. Et voilà, c'est ça ma remarque. Et merci beaucoup encore une fois d'avoir donné la parole. Et bonne journée. Merci beaucoup, madame. Bien. Quelqu'un d'autre? Bon, c'est le dernier intervenant. Merci, Monsieur le Président, et merci aux panélistes. Je m'appelle Mohamed Salou Kamara, je suis professeur et chef du département d'études africaines à Howard University à Washington, D.C. Monsieur le maire Ba a mis le doigt, j'allais dire, sur quelque chose d'essentiel, la diplomatie communautaire. En 2020, j'ai publié un livre sur la sécurité humanitaire dans les pays du Mano River Union, l'union du fleuve Mano River. À la sortie des guerres civiles en Sierra Leone, au Libéria et des conflits en Côte d'Ivoire, mais aussi de l'épidémie d'Ebola dans la région. J'ai une question pour les panélistes. Je vais présenter demain et ça fera partie de mes argumentations, mais je voudrais poser une question aux panélistes. Est-ce que vous ne pensez pas que les problèmes de gouvernance
dans le panel précédent et dont vous aussi vous avez parlé, en relation avec l'intégration régionale, est-ce que vous ne pensez pas que l'un des problèmes fondamentaux de cela, c'est le manque d'engagement des citoyens à la base, que les décisions sont toujours prises au sommet, que ce soit les gouvernements nationaux qui décrètent des choses et imposent aux populations sans leur participation démocratique, que ce soit au niveau de la CEDEAO, c'est le Conseil ou la Commission qui prend des décisions sans engager les populations des États membres. Est-ce que vous pensez que les populations africaines ne sont pas plus en avance que les gouvernements en matière d'intégration? Parce que, comme l'a dit Monsieur le maire, les frontières africaines n'existent que dans les esprits. Quand les guerres se passaient en Sierra Leone et au Libéria, les populations qui fuyaient pour leur propre vie et entraient en Guinée, mon pays, n'avaient pas besoin de présenter une carte ici ou là parce qu'elles s'enfuyaient. Et elles étaient reçues à bras ouverts et à cœur ouvert par les Guinéennes et les Guinéens. Et à la fin de la guerre, ce sont ces mêmes populations frontalières qui ont aidé ces gens à retourner et à reconstruire. Un dernier point, et je vais finir. Madame la présidente et aussi maire a parlé des jeunes et des femmes. Effectivement, ce sont les deux, comme nous le savons, les deux catégories démographiques les plus vulnérables quand il s'agit de pauvreté, quand il s'agit de malgouvernance, de guerre et d'autres. Et pour la résolution des conflits en Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire et autres, les jeunes de la CEDEAO, de la zone CEDEAO, ont organisé une caravane de paix et se sont rendus dans beaucoup de pays. Les femmes, anciennes diplomates et anciennes élues politiques, ont constitué des organisations de société civile qui existent encore. Ces jeunes et ces femmes aident à reconstruire ces nations après des années de guerre civile. Est-ce que vous pensez que si nos gouvernants, au niveau national, au niveau régional et au niveau continental, se donnaient la peine et l'humilité stratégique d'engager ces jeunes, ces femmes, ces hommes à l'échelle de base, nous aurions fait plus de progrès en suivant la volonté des peuples plutôt qu'à obéir à nos propres objectifs au sommet des élites. Merci. Merci, professeur. Bon, donc on va donner la parole aux panélistes pour quelques réponses. Qui veut prendre la parole? C'est Rta. Tadal. Can I? Allez-y, madame. Allez-y. Okay. Thank you very much, Professor Kamara. I think we should thank you so much for speaking the mind of local government. We are very grateful. And as my colleague here said, the local diplomacy is very, very important. But I, first and foremost, also want to say that I appreciate the boldness of the youth there and the lady also who speaks. This is the way for the development of Africa. And unless and until, as the professor said, it's the mindset. And I totally agreed, because our leaders are talking to themselves. They are talking to the infrastructures that they built, and they only talk to us when they need our votes. They are not listening to us. And this is why I said everything is local. But they don't care about the local government. The only time they knew that the local government isn't there is when they have to go back to the people. Then they know exactly that the people are there.
But apart from that, they only talk to themselves and they talk to the infrastructures that they built. And this escalated also to ECOWAS, to AU, to everywhere, because these are the same people that are representing us there. Unless our leaders understand that the African woman is the breadbasket of Africa, and inside that basket, it's our youths. If we don't understand that, we can converge every day and talk about territorial development, territorial that, integration, whatever, it will not work. The academics will talk, researchers will do their work, and they are doing all that they can do. When researchers make their research, they want it to be practicalized. But if the central government is hanging there, not doing anything, or not listening, nothing will work. Nowadays, we are saying, listen to cities. And it's not the infrastructure that we are talking about. It's not the mayor that we are talking about. It's the people. Because they understand that the people are there living in the communities that we call the cities. So Africa has a problem, a very, very huge problem. And this is why we are still living, most of the African cities, countries are living in the 18th century. This is true. Because the mindset and the mentality is, give them infrastructure, and then you have them. But as my colleague said, we are together even before them. I have the same feeling that the woman from Rabat have, the same feeling from the woman in Dakhla has. So it's with the youth as well. So we understand each other. The territorials, the regions, the local governments, they are speaking to each other. And these are the people. But power is not, it's hanging up. Our governments are afraid of private partnership. They think everything should be grant and loans. Africans should go away, move away from grants and loans. We have resources. We can do it without nobody. Every African country has billions of loans. And now the competition is, the more loan you have, the more visible you are. Africans are being very proud now of saying, I have loans in billions. And this is not affecting us today, it's affecting our generation coming. So we should not keep quiet over this. Everybody, everyone is a politician in your own right, because everyone comes from a community. We cannot just keep quiet over everything. Then we are part of the conspiracy. Unless and until we understand that our voices is very, very important, Africa will never move an inch. Thank you so much. Voilà, je vous remercie. Je pense que il n'y a pas beaucoup de questions. C'est plus des réflexions collectives et des contributions de part et d'autre. Ça nous permet au moins de pouvoir, en tout cas, rebondir sur ce que le professeur Camara disait tout à l'heure. Nous avons un problème fondamental en Afrique. Alors, ce problème fondamental, on doit le cerner. C'est une réflexion élémentaire. Cette réflexion élémentaire, c'est la suivante. En Afrique, nous avons tout ce qu'il y a de précieux
ce que les autres puissances ont besoin pour se développer. Tout, que ce soit les minéraux, que ce soit tout ce que vous voulez, prenez n'importe quoi, prenez le pétrole, prenez l'or, prenez le diamant, prenez tout ce que vous voulez. C'est en Afrique pour l'essentiel. Prenez même le soleil, l'énergie gratuite que Dieu nous a donnée. Pendant que les autres cherchent des développements en dehors du pétrole, nous avons le soleil en volonté. Nous avons plus de 60% des réserves de terres cultivables qui existent au monde. Nous avons ça en Afrique. Nous avons les plus grandes réserves d'eau au monde se trouvent en Afrique. Nous avons la population la plus jeune qui est une denrée précieuse. Je peux continuer à faire la liste. Mais pour dire quoi, on doit se poser la question que malgré ça, on continue d'être le continent le plus pauvre. C'est une réflexion collective. Et pour faire face à cette question, ce n'est pas en culpabilisant. On ne défend pas l'esclavagisme, on ne défend pas la colonisation. Ça, c'est déjà fait. On va continuer à le dénoncer. Mais réfléchir aussi sur notre part de responsabilité, nous les acteurs présents. Quelle est notre part de responsabilité par rapport à ça? Si nous continuons à penser que oui, tout vient de l'autre, du colon, de ceci ou de cela, je ne les disculpe pas, qu'on se comprenne très bien. Mais je pense aussi que ce n'est pas en pleurnichant qu'on va parvenir à résoudre le prenons conscience. Apprenons en tant qu'Africains à être ensemble, à réfléchir ensemble et à agir ensemble. Je parlais de la jeunesse tout à l'heure. Et la première chose, comme Aimé Césaire disait, quand on lui demandait qu'est-ce que c'est que la colonisation, il dit que c'est la plus grande œuvre de destruction de culture et de civilisation. C'est sur le plan culturel, j'en ai parlé tout à l'heure. On en est venu à une situation telle qu'on ne valorise pas ce que nous avons, on sublime ce que l'autre a. Sur tous les plans. Le Maroc est un pays qui garde beaucoup ses traditions. Mais je suis sûr que si on faisait une pareille réunion, il y a de cela 60 ans, ne serait-ce que par l'habillement que nous avons occidentalisé aujourd'hui, ça ne serait pas comme ça. Les gens seraient habillés autrement. Et peut-être que les gens vont manger autre chose. On a uniformisé tous nos comportements, toute notre culture à partir d'un modèle occidentalisé sans pouvoir en nier ce que nous avons de plus précieux. Je pense qu'il faut, nos jeunes, ils voient leur avenir en dehors de l'Afrique. Quels que soient les risques, à travers le désert, à travers la mer, ils ne s'imaginent plus leur avenir dans notre continent, malgré les potentialités que je viens de dire. Je pense que c'est une réflexion que nous devons mener ensemble, avec les jeunes, pas c'est dans une dynamique communautaire, pas en dénonçant. J'ai dit qu'il ne faut pas trop qu'on culpabilise les autres, il faut les dénoncer, c'est clair. Mais je peux dire qu'entre nous, apprenons aussi à être ensemble et à réfléchir ensemble. Quelles que soient nos diversités politiques, culturelles, régionales, réfléchir, prendre conscience. C'est parce qu'on ne peut pas être ensemble que les autres nous ont construit des modèles de développement totalement extravertis. Et que si on y prend garde, on va continuer malgré nos énormes richesses. Malgré nos énormes richesses, on continuera à marquer le pas sur place. Je pense que c'est une réflexion commune. Comment redevenir, comment prendre conscience de ce que nous avons été? Comment prendre conscience de ce que nous sommes?
comment prendre conscience de nos potentialités, comment imaginer des solutions adaptées à ce que nous sommes, sans pour autant recopier exactement les modèles occidentaux de développement qu'on nous a appris dans les écoles et dans les universités. Comment apprendre à être ensemble, à mener une réflexion collective qui ne tient pas compte de nos diversités. C'est des questions fondamentales. Dommage, je n'ai posé que des questions, je n'ai pas donné de solution. Je pense que vous avez pratiquement tout dit, mais bon, j'ai écouté quelques observations. En réalité, l'expérience marocaine donne une place particulière aux jeunes, aux femmes, dans l'adoption des stratégies de développement, en tout cas de développement local ou régional. Pour le PDR, pour le programme de développement régional, pour le SRAT, pour le schéma régional d'aménagement du territoire, nous avons ce qu'on appelle les commissions consultatives. Ces commissions consultatives ont le rôle d'enrichir et d'orienter ces stratégies qui sont des stratégies de développement, faire la priorisation des projets, donner un point, une importance à un programme donné. Donc ça, c'est le problème maintenant, c'est de conscientiser ces jeunes et ces femmes pour participer plus efficacement dans l'élaboration de ces programmes. Quelqu'un d'autre a parlé du processus de décentralisation et de déconcentration. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas aussi facile que l'on pense. Aujourd'hui, depuis 2015, l'expérience marocaine de la régionalisation, on n'arrive pas encore à transférer les compétences des ministères aux régions. Il y a ce tiraillement entre les ministères d'une part et l'institution régionale qui représente réellement la grande partie de la décentralisation. Bien que des pas sérieux ont été faits. Tout cela pour rapprocher les décisions importantes qui tous visent à ce qu'il y ait un développement intégré et qui part de la base vers le sommet. Donc, l'outil en lui-même, il est là. Il faudrait le dynamiser. Et c'est ce qui manque. À travers, bien sûr, l'incitation des forces, de tous les participants, tous les intervenants dans cette opération. Comme l'avait souligné tout à l'heure, les secteurs privés, l'État, la société civile, les organisations des jeunes, des femmes, tous ceux-ci sont appelés à prendre conscience d'abord de leur rôle, le rôle qui leur revient pour être plus efficace dans toute politique. Quand on parle des jeunes, la première chose qui nous revient en tête, c'est la formation. On ne peut pas changer notre avenir, notre présent, sans toutefois donner une attention particulière à la formation. Et quand on parle de formation, c'est-à-dire, ça nous ramène à l'emploi, à la création d'emplois. Ça nous ramène aussi à l'autonomisation des jeunes, l'autonomisation des femmes. Tout ceci, ce sont des préceptes qui sont tous liés, imbriqués les uns aux autres et auxquels nous devons tous trouver des solutions à ce que les programmes de développement qui visent non seulement le développement des territoires, mais créer des synergies en vue d'arriver à l'objectif que nous voulons, c'est-à-dire une intégration économique entre nos pays africains,
il faudrait prendre en conscience tous ces éléments. Le deuxième élément que je voudrais soutenir, c'est que la vraie richesse, ce n'est pas le potentiel que nous avons, le potentiel minier, le potentiel l'eau. C'est vrai que c'est des éléments de richesse, oui, mais la vraie richesse réside dans le capital humain. Donc, toutes nos politiques, malheureusement, aussi bien horizontales que verticales, doivent répondre, doivent prendre conscience de ce point. La formation, l'enseignement sont les vrais fondements d'un changement positif qui va garantir un développement durable. D'autres éléments sont importants, notamment la gouvernance. Mais comme l'ont bien dit les intervenants, on ne peut pas culpabiliser nos gouvernants. Quel est le rôle que nous devons jouer tous? On doit mériter des gouvernants qui sont conscients. Donc c'est en fonction du rôle que nous allons jouer nous-mêmes, à la base, qui va orienter nos gouvernants. Et là, je parle en tant que président de région. Si j'ai des jeunes qui viennent participer dans les commissions consultatives et donner leur avis dans les programmes que nous sommes en train de réaliser et de prioriser ces programmes, je pense que là, vous nous donnez une idée de la vision des jeunes qu'on pourra prendre en considération. La même chose se fait au niveau du gouvernement. Donc voilà, donc c'est des éléments qui sont que j'ai voulu un peu dire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Bien, avant de conclure, comme l'ont dit Madame et Messieurs les Présidents, nous n'avons pas donné de solution, mais nous avons ouvert des pistes de recherche à charge pour ceux qui vont suivre, d'essayer bien sûr de continuer, et surtout par les jeunes et pour les jeunes. Par les jeunes et pour les jeunes. Beaucoup de choses ont été dites qui sont très très importantes. Il y a un collègue qui a dit alors pourquoi les Européens se sont réunis et font des choses pour les jeunes? Je dis que c'est des contextes très différents. Les Européens et l'Occident ont réglé leurs problèmes par bien sûr nos matières premières et par leurs exportations, voire par la colonisation. Mieux que ça. Au moment de la guerre, on a cru au monde libre. Il est libre dans l'Occident, mais il n'est pas libre en Afrique. Donc même les valeurs qu'on pense être des valeurs universelles doivent être en quelque sorte, si le terme existe, historisées en quelque sorte, c'est-à-dire les mettre par rapport au contexte historique. Des choses qui ont été dites qui sont très importantes. Le capital humain africain a formé sur le plan culturel et sur le plan historique, de façon à ce qu'il sache exactement qu'est-ce qu'il est au fait et quelles sont ses capacités et qu'il est en quelque sorte son avenir commun, inévitable. Pas un avenir de choix, c'est un avenir inévitable. Bien sûr, le cas marocain est un cas particulier, mais heureusement que Sa Majesté, et vous allez voir que les politiques gouvernementales sont des sinusoïdales de stratégie à long terme. Les politiques gouvernementales sont des courbes sinusoïdales au sein des stratégies. Et pour chaque stratégie de la sécurité, du littoral, de l'aménagement du territoire, de la forêt, de l'enseignement, ce sont des conseils supérieurs qui sont présidés par Sa Majesté. Donc, il assure une certaine durabilité et il pérennise en quelque sorte ses visions stratégiques. À charge pour nous et surtout les experts, les politiques et la société civile d'essayer de faire comprendre exactement ce que veut Sa Majesté et les sages de notre Afrique. Ce que veut Sa Majesté et les sages de notre Afrique. C'est des projets stratégiques de vision prospective qui au fait sont faits par les Africains et pour les Africains. Et pourquoi ne pas créer, comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord enseigner dans nos lycées et dans nos collèges l'histoire africaine et la culture africaine. Ne pas
continuer à enseigner. Bien sûr, l'histoire des autres pays, en fait, on n'est pas ici en contradiction avec eux, mais il y a quand même des priorités en tant qu'Africains qu'on doit faire. Et dans cette chaire dont j'ai parlé tout à l'heure, si on peut faire une chaire sur l'intégration africaine, il peut y avoir des programmes. L'intégration africaine pour les jeunes et par les jeunes, l'intégration africaine pour les femmes et par les femmes. Et c'est à force, bien sûr, de former, de parler de notre histoire, qu'on va en quelque sorte faire prendre conscience aux gens qui n'ont pas pris conscience sur la nécessité d'aller faire ce projet de société. Et comme Monsieur le Président est avec nous, il fait partie de l'association des présidents, pourquoi ne pas demander, par exemple, au gouvernement marocain à ce qu'il consacre au niveau de chaque région une partie qu'on appellera un fonds de coopération décentralisée avec les entités africaines. Il y a un fonds au niveau du ministère de l'Intérieur, mais il faudrait vraiment, il ne faut pas qu'il soit traité au niveau central. Je pense qu'il serait aussi plus intéressant à ce qu'il existe au niveau des régions, parce que les spécificités ne sont pas les mêmes, mais de toute façon, puisqu'il existe déjà au niveau national, c'est une très bonne chose. Donc, je tiens à vous remercier, à remercier Madame et Messieurs les panélistes pour leurs interventions qui étaient excellentes. Nous n'avons pas amené de solution, ce sont des pistes de recherche qui sont lancées, à chacun de réfléchir à sa manière et peut quand même nous aider à aller de l'avant. Et bon courage tout le monde et merci mes chers amis. شكرا للحضور. أشكركم أن تبقوا جالسين. سوف نمر الآن إلى العرض التالي وبعدها ستكون هناك